Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par Radio Prague International. Rendez-vous dans cette émission avec Jeanne Fedel, guide conférencière à Prague. Mais avant cela, place aux arts plastiques. Il a obtenu l'Oscar de la meilleure création de costumes pour Amadeus et un César pour Valmont, deux célèbres films de Miloš Forman. Même si Theodor Pištěk a aussi signé les costumes pour des dizaines de films cultes tchèques, de même que les uniformes de la garde du château de Prague à la demande de Václav Havel, il se considère avant tout comme peintre. À l'occasion du 90e anniversaire de l'artiste, la Villa Pelé, située à Prague-Bubenec, présente son œuvre plastique ainsi que celle de son fils Jan Pištěk. This is the biggest and happiest day of my film career. I am very happy and proud. C'est le moment le plus heureux de ma carrière filmographique. Amadeus est mon premier film américain. Donc pour moi, cet Oscar est vraiment quelque chose d'incroyable, déclarait Theodor Pištěk en 1985 lors de la cérémonie à Hollywood. I'm dying. I'm dying. I'm dying. Le César est attribué à Theodor Pištěk pour Valmont. 5 ans plus tard, il recevait un César pour Valmont, un autre film que son ami, le réalisateur tchéco-américain Miloš Forman, a tourné avec une équipe internationale. Theodor Pištěk a enfin créé les costumes pour Larry Flynt en 1996, mais avant cela, il a été, dès les années 60, costumier de plusieurs films du légendaire réalisateur tchèque František Vláčil. Pištěk a collaboré notamment à la fresque historique Markéta Lazarova ou au film La vallée des abeilles et Adelheid. Sa filmographie des années 1960-1990 compte plusieurs dizaines de films d'autres réalisateurs encore, dont 3 noisettes pour Cendrillon de Václav Vorlíček ou les comédies à succès de Jindřich Lipský comme Adéla ještě nevečeřela, Adji Duchové ou Marečku podejte mi pero, sans oublier une blonde émoustillante chef-d'œuvre signé Jiří Mencel. Arrière-petit-fils de František Ženíšek, l'un des peintres tchèques les plus connus du XIXe siècle, Theodor Pištěk a baigné dans le milieu artistique dès son enfance. Ses 2 parents étaient des acteurs connus. Or, leur fils, diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Prague en 1959, est arrivé dans le monde du cinéma un peu par hasard, comme il s'en est souvenu dans une interview pour la radio tchèque. Depuis mon enfance, je ne voulais rien faire d'autre que de la peinture. Pendant toute ma vie, elle est restée au cœur de ma création, même si j'ai étudié aux Beaux-Arts dans les années 1950, à l'époque marquée par le réalisme socialiste, qui ne m'intéressait pas du tout, j'ai de très bons souvenirs de mes études. Notre atelier avait toujours conservé l'ambiance libre et démocratique de l'entre-deux-guerres. Mes collègues et amis des Beaux-Arts, Nepráš, Dlouhý ou De Martini, sont devenus de grandes figures de l'art tchèque du XXe siècle. De Martini, takže tam jako v podstatě byla jistá volnost stále. Volnou tvorbou člověk mohl jen velmi těžko, anebo vlastně vůbec. La question était de savoir ce qu'on allait faire ensuite, car vivre de la création artistique indépendante était impossible. Pour gagner notre vie, on devait tous avoir une autre activité. Certains de mes amis travaillaient dans le domaine du livre, d'autres restauraient des œuvres d'art ou créaient des affiches. Pour ma part, je me suis mis à travailler pour le cinéma uniquement pour cette raison pragmatique. Il se fait qu'une fille que je connaissais du lycée a épousé le réalisateur František Vláčil, dont j'aimais les moyens-métrages. Nous nous sommes très bien entendus et avons tout de suite lancé une collaboration. Mon père, qui a joué dans des centaines de films, est mort avant que je ne me pousse les portes des studios Barrandov. Il n'aurait jamais imaginé que je puisse travailler dans le cinéma. Za svého života netušil, že budu pracovat nějakým způsobem s filmem.
En tant que peintre, Théodore Pištěk s'est fait connaître notamment grâce à ses œuvres hyper réalistes, réalisées avec une précision quasi photographique. Il y a 2 ans, l'un de ses tableaux, intitulé Adieu, Guimol, a été vendu aux enchères pour environ 1 million d'euros, soit un record de vente réalisé par un artiste tchèque contemporain. Cette peinture, représentant l'Alfa Romeo au volant de laquelle s'est tué le pilote français en 1934, évoque une autre passion de l'artiste qui a mené depuis 1951 jusqu'à la moitié des années 70 une carrière de pilote automobile. Il raconte. Les courses automobiles étaient une sorte d'évasion pour moi. C'était comme une drogue, une source d'énergie aussi qui me permettait ensuite de travailler dans l'atelier, tandis que le cinéma était une source d'inspiration pour mes peintures. Le tournage des films m'a appris à travailler avec la lumière et l'ombre, avec le réel et l'irréel. L'exposition dans les locaux de la Villa Apelle présente les tableaux plus anciens de Théodore Pištěk ainsi que ses œuvres récentes, dont par exemple des peintures monumentales qui rendent hommage au physicien Stephen Hawking. Intitulée Pištěk et Pištěk, Dva světy, rencontre de 2 mondes, l'exposition accueille également les œuvres de son fils, Jan Pištěk, membre de la génération d'artistes qui ont marqué l'art tchèque après la chute du régime communiste. Elle est ouverte jusqu'au 20 janvier prochain. Guide conférencière à Prague, Jeanne Fedel propose des visites de la ville classiques ou faites sur mesure. Jeanne Fedel est aussi la petite fille de Valérien Ignatovič, grande figure de la communauté tchèque en France, puisqu'il a longtemps présidé l'association des volontaires tchécoslovaques en France. Au micro d'Anna Kubišta, Jeanne Fedel a évoqué ses origines et son amour pour la ville de Prague, qu'elle a si bien adoptée qu'elle cherche aujourd'hui à la faire découvrir aux autres. Jeanne Fedel, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide conférencière à Prague. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour évoquer ce travail notamment. Un travail d'ailleurs qui, disons-le, a été particulièrement touché par la crise du Covid, on pourra en reparler, mais qui reste un beau métier de découverte, de partage. Vous avez un site internet d'ailleurs qui décrit vos services, on en discutera, ça s'appelle Un Tour à Prague. Mais peut-être parlons un peu de vous pour commencer en introduction. Vous dites justement dans votre petite bio sur le site que vous êtes franco-tchèque. Alors, est-ce que pourriez nous dire quelques mots sur vos origines, d'où ça vient ce côté tchèque dans la famille ? Oui, alors je suis pas précisément franco-tchèque, je suis d'origine tchèque. Mon grand-père en fait était russo-tchèque, donc ça remonte un petit peu la dernière tchèque pur jus de la famille était mon arrière-grand-mère, qui était originaire d'un petit village en Bohême du Sud, à côté de Tabor. Voilà, et en fait, sa famille s'est installée en Autriche. Puis elle est venue en France, elle a rencontré mon arrière-grand-père qui était un Russe blanc qui avait fui la Révolution. Ils se sont mariés et c'est comme ça qu'est né mon grand-père et sa petite sœur. Du coup, moi je suis française, mais voilà, on a toujours eu un petit ce petit côté tchèque en fait qui est resté. Mon grand-père était très très attaché à la Tchécoslovaquie puis à la Tchéquie. Et lui il parlait tchèque. Oui. Ça s'est maintenu justement alors, à l'époque. Lui, il parlait tchèque. Mon grand-père parlait tchèque, c'était sa langue maternelle. Il a appris le français à l'école en fait, parce que chez lui à la maison il parlait tchèque avec sa maman et avec sa sœur. En revanche, il n'a jamais parlé tchèque à ses enfants, ce qui a été d'ailleurs un petit peu conflictuel avec ma mère à ce sujet-là. Ma maman lui en a beaucoup voulu de pas lui avoir transmis ça. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi à l'époque il n'a pas transmis justement cette langue ? C'était parce que il pouvait pas revenir. Ça se faisait pas en fait. Il vivait à une époque où en fait il fallait s'intégrer. Déjà qu'ils avaient un nom de famille très bizarre. C'est-à-dire en plus, il s'appelait Ignatovič. C'était impossible à prononcer, c'était impossible à écrire. Il fallait les plaire à toutes les sauces. Donc, il avait vraiment fait le choix, en fait, de donner des prénoms très français à ses enfants, de leur parler français. Voilà, vraiment, en fait, de quitter un petit peu tout ça, parce que ils avaient dû, en fait, mettre derrière eux leur passé tchécoslovaque. Et du coup, c'était pas considéré vraiment comme une chance de parler une deuxième langue. C'était perçu comme un obstacle à l'intégration. Ah, c'est très intéressant que vous parliez de nom de famille de votre grand-père, parce que en fait
Eh bien, je connais son nom. C'était lui il a fait longtemps partie. Il a animé. Comment ça s'appelait cette c'était une association des volontaires tchécoslovaques. Avant ou après Monsieur Fichera, je sais plus. Juste avant, il me semble. Ouais. Donc quand même très engagé, toujours dans ces liens franco-tchèques et quand même cet aspect quand même très important de tous ces volontaires tchécoslovaques qui ont combattu pour la France, du côté de la France. Toutes les commémorations. Il était de toutes les commémorations. Quel souvenir vous avez de lui ? J'en ai plein. Mais non, c'était quelqu'un... Parce que je sais que c'était une personnalité. Tous les gens qui m'en ont parlé, c'était une personnalité incontournable, mais surtout qui se faisait remarquer. Il en imposait beaucoup. Il en imposait beaucoup. Il avait une belle moustache blanche qui remontait sur les côtés, là, un petit peu à l'ancienne. Et, comme des guidons de vélo. Ouais, exactement. Et il parlait un petit peu fort, il était un petit peu imposant et en même temps, je sais pas vraiment, un peu indescriptible, à la fois un peu solennel. Enfin, je veux dire, il était colonel, machin. Il fallait toujours un petit peu. Enfin, il aimait être en cravate, il aimait qu'on l'appelle mon colonel, tout ça. Et en même temps, avant de se mettre à table, il criait un youpi retentissant ou des choses comme ça. C'était un petit peu un mélange d'un type sérieux et d'un grand enfant à la fois. Oui, ça correspond tout à fait à ce que j'ai pu entendre sur lui. En tout cas, je sais qu'il laissait personne indifférent et que voilà. Dans quelle mesure vous avez peut-être hérité de ce patrimoine culturel tchèque? En dehors de la langue, bien sûr, puisqu'on a dit que la langue ne s'était pas transmise. Alors déjà, mon grand-père, on l'entendait souvent parler tchèque au téléphone. Il était très souvent, comme je le disais, à des commémorations. Il était à l'Arc de Triomphe avec l'association des volontaires tchécoslovaques, ou il allait à Darney dans les Vosges pour tel ou tel événement. C'était vraiment quelque chose qui faisait partie du quotidien. Et moi, j'ai eu la chance d'habiter quelques mois chez lui quand j'étais étudiante. Et du coup, à cette époque-là, il était plus vraiment engagé, parce qu'il était quand même assez vieux à cette époque-là. Mais voilà, le téléphone sonnait, ça parlait tchèque au téléphone, on était un peu paniqués avec mes cousines qui habitaient aussi là, on disait au secours, qu'est-ce que je réponds? C'était un petit peu voilà, donc il y avait toujours un petit peu de tchèque qui arrivait par-ci par-là. Il y avait aussi beaucoup de livres chez lui qui parlaient de la Tchécoslovaquie, de l'histoire de l'indépendance et tout ça. Et puis à partir de nos 16 ans, tous les ans, mon grand-père nous invitait au bal du Sokol, parce qu'il y a un Sokol à Paris. Bien sûr. Et donc, on allait tous les ans, à partir de nos 16 ans. C'était un peu notre entrée dans le monde. C'était super. On y passait vraiment des moments en famille, parce que du coup, on se retrouvait avec tous les grands cousins. On est assez nombreux. Et même aujourd'hui, en fait, ceux qui sont encore en France essayent d'y aller tous les ans, même si mon papa n'est plus de ce monde, et de se retrouver là-bas. Et oui, pour moi, le Sokol, c'est quelque chose de normal, quoi. Ça fait partie du paysage, alors que les Français ne connaissent pas habituellement. Voilà, et puis sinon, quoi d'autre Je pense aussi l'amour, en fait, tout simplement du pays, la curiosité, l'envie de venir. C'était quand, justement, la première fois que vous êtes venu? C'était avant le séjour Erasmus, en 2013? Non, c'était pendant mon séjour Erasmus. Enfin, quand je suis arrivée ici pour l'Erasmus, c'était la première fois. Et d'ailleurs, quand ma maman est venue me rendre visite, c'était aussi la première fois pour elle. Incroyable. Donc, c'était très, très fort. En arrivant à Prague, je me suis d'une certaine façon sentie à la maison assez instantanément en fait. Mais c'est assez c'est assez indescriptible et c'est pas du tout intellectuel ou cohérent. C'est juste de se dire ah ouais en fait voilà mon arrière-grand-mère elle marchait dans ces rues et c'était sa maison quoi. Vous êtes venu donc il y a quelques années, cette fois-ci en famille avec votre mari, vos enfants. Certains sont peut-être même nés ici, j'imagine. Le troisième est né ici, les deux grands. Les deux aînés, ils sont nés en France. Et du coup, eux, par contre, le tchèque va être présent dans leur vie puisqu'ils vont à l'école tchèque. Ils vont à l'école tchèque, ils ont appris en un claquement de doigts. Traîné, on l'a mis à l'école quand il avait 3 ans. Pendant 1 mois, il n'a pas ouvert la bouche. Et 1 mois après, c'était lancé, il parlait tchèque. Il va aller plus vite que vous, hein. Il va déjà plus vite que vous. Alors, vous avez fait des études d'histoire et de valorisation du patrimoine. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette voie à l'époque? En fait, à l'origine, je voulais être journaliste. Et j'avais commencé, du coup, pour ça, à faire des études en lettres et sciences politiques. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que je suis venue en Erasmus ici. Et en fait, après, à la fin de ma licence, je savais plus où j'en étais. Je voulais plus être journaliste, mais je savais pas ce que je voulais faire à la place. Donc,
Et en fait, j'ai postulé à différents masters et j'ai été prise nulle part. Donc j'étais un peu le bec dans l'eau au mois de juillet. Et du coup, en fait, j'ai postulé un peu n'importe où, à des endroits où je pouvais être prise, donc dans des licences de lettres, master de lettres, master d'histoire, etc. Et je suis allée là où on m'a prise. Et en fait, c'était parfait. C'était parfait puisque maintenant vous mettez à profit finalement ces connaissances historiques. Alors justement, au service des touristes français, francophones en tout cas, qui viennent visiter Prague en leur proposant des visites guidées classiques et sur mesure. Alors comment est-ce que c'est né ce projet Un tour à Prague ? En fait, quand j'ai fait mes études d'histoire, justement, dans le parcours valorisation du patrimoine, on a eu la possibilité de passer la carte de guide conférencière. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaisait bien, donc j'avais passé l'examen. Et après ça, à la fin de mes études, le métier que je voulais faire, c'était médiatrice culturelle, donc rendre accessible à tout le monde la culture, notamment dans les musées, etc. C'est un travail qui n'a pas de débouché en France. Il y a beaucoup trop de gens qui ont envie de faire ça pour beaucoup trop peu d'emplois. Mais ça, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, cette envie, en fait, de transmettre sans être prof. Je suis pas du tout faite pour être prof, j'ai pas la patience pour ça. Mais voilà, vraiment cette envie de transmettre et d'être aussi dans la rencontre. Et quand on est arrivé ici, moi, j'avais pas du tout réalisé que j'allais rester mère au foyer. C'était pas mon idée de départ, mais comme le système tchèque est fait de telle façon, quand on a des enfants, on doit rester un petit peu avec eux. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi, je crois, 4 ans même. Enfin bref, jusqu'à ce que j'en puisse plus vraiment, et que là, j'ai décidé en fait de me trouver un boulot, quoi. Il fallait que je me trouve un boulot. Du coup, je savais pas où j'en étais, franchement. J'avais jamais travaillé parce que j'ai eu mes enfants tôt. Et j'étais dans un pays dont je maîtrise pas la langue. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Je savais vraiment pas quoi faire. Et en fait, j'ai fait un coaching, hein, tout simplement. Je suis allée me faire Former. aider par quelqu'un pour dire, voilà ma situation. Je suis mère au foyer. Je sais pas quoi faire de ma vie, mais il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, au bout de 3 séances, elle me dit, mais t'aurais pas pensé par hasard à être guide? Je lui dis, si, j'ai même le diplôme pour ça. Elle me dit, je pense qu'il faudrait que tu creuses par là. Et du coup, j'ai effectivement creusé par là. Et en fait, je me suis vraiment trouvée être à ma place, en fait, en réfléchissant au projet. Je me disais, mais oui, mais j'ai envie de faire ça. J'avais des idées à l'appel. J'étais vraiment très, très enthousiasmée. Et cet enthousiasme ne m'a pas quittée. Vous avez commencé quand ? J'ai commencé officiellement au mois de juillet, et avant ça, pendant quelques mois, je proposais des visites gratuites pour pouvoir m'entraîner un petit peu, prendre mes marques, voir aussi. En fait, le deal avec les gens, c'était je vous fais la visite gratuite, en échange, vous me remplissez un questionnaire de satisfaction pour que je puisse voir comment je peux évoluer, etc. Peut-être justement maintenant que vous le faites plus de manière on va dire professionnelle et non pas de manière bénévole gratuite pour vous entraîner, pour avoir un feedback, etc. Qu'est-ce que vous retirez justement de ces visites que vous avez déjà faites? Quelles sont les questions peut-être que vous posent les gens en général ou leurs demandes les plus fréquentes? Moi, j'en retire une satisfaction immense. J'adore mon travail. C'est à la fois excitant. Il y a un petit côté de stress aussi, je trouve. Mais pas du stress de oh là là, est-ce que je vais y arriver? Parce que vraiment, je me sens à l'aise. Mais plutôt est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que le contact va bien passer, etc. Parce qu'en fait, je ne travaille qu'avec des tout petits groupes, des familles. Je suis guide privé, en fait. J'ai pas un groupe de 25 personnes qui se connaissent pas entre eux. Donc pour moi, c'est vraiment très important d'avoir la relation qui peut se créer, un échange, appeler les gens par leur prénom s'ils sont d'accord, etc. Faire guide aussi avec des enfants, par exemple. Exactement, ouais. J'ai régulièrement des familles, même des ados. J'adore les ados, c'est trop cool. Et les gens me posent beaucoup de questions sur le communisme et aussi sur la séparation entre la Tchéquie et la Slovaquie. D'accord. Oui, c'est vrai parce que finalement le nom Tchécoslovaquie est tellement resté dans les têtes que souvent les gens se posent la question en effet puis comment, même, pourquoi. Même au cours de la visite, je vais parler de la Tchécoslovaquie ou et d'un coup on dit Tchéquie. Dans la Tchéquie actuelle ou des choses comme ça, ils disent mais en fait comment ça se fait que ça soit plus la Tchécoslovaquie? Moi, je me rappelle pas qu'il y a eu la guerre. C'est pas comme au Kosovo où on s'en rappelle. Et là, en fait, on peut leur expliquer effectivement comment ça s'est passé. Mais c'est vraiment une question qui les interroge beaucoup. Parmi justement les tours un peu plus classiques, donc vous avez Vieille Ville, Malá Strana, le petit côté. Vous proposez aussi, j'avais vu les passages pragois. Ouais. C'est intéressant. Pourquoi spécifiquement les passages pragois? En fait, un jour, je sais même plus trop comment, je lisais un article sur Prague sur Internet. Je sais même plus vraiment comment j'ai lu cet article-là. Mais dedans, il cite la monographie des passages et Winkish qui a écrit ce bouquin au début du XXe siècle. Et il y avait cette citation qui disait on peut traverser tout le centre-ville de prendre la moindre rue. Et moi, je me suis dit, what? Défi. Comment est-ce possible? Et du coup, j'ai commencé à chercher les passages, etc. Et je me suis vraiment passionnée pour ça. Et j'adore les passages, Enfin, j'en trouve encore que je connaissais pas de temps en temps quand j'ouvre une porte et tout ça. Et je trouve ça juste fascinant. Et les gens aiment beaucoup cette visite, en fait. Parce qu'effectivement, on arrive dans une Prague
vraiment cachés que personne ne connaît. Enfin, personne, mais qui n'est pas vraiment dans les guides. Dans le guide du routard, il va y avoir effectivement le passage Luzerna et puis c'est tout, quoi. Alors qu'en fait, il y en a des dizaines. Cette émission a été réalisée par la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention. À la prochaine.